le monde. justement. Bonjour tout le monde. Je suis Nadine Nouiriga, je suis conseillère formation. Donc, j'ai au sein de l'équipe, il y a d'autres conseillères formation, notamment enfin, mes collègues Annie Stenzi, Florence Tarade et Faïza Abadi, que certaines ou certains d'entre vous ont peut-être comme conseillère formation. Donc, je vais co-animer avec Sandra Coudon, qui est responsable formation. Je la laisse se présenter. Alors, donc, merci Nadine. Je suis Sandra Coudon, je suis responsable formation sur les cycles Bac+4 et Bac+5, donc responsable de la gestion des ressources humaines et manager des RH au sein du groupe IGS, formation continue, et je suis référente de la filière RH. Donc, nous allons vous présenter le titre MRH, manager des ressources humaines, au travers de cette présentation que je vais partager et vous me direz si vous voyez ma présentation. Donc, on fait la présentation. Si vous avez des questions en cours de route, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez nous interrompre, hein, poser des questions. On n'a pas besoin de garder le temps de questions que pour la fin. Ça permet de faire une présentation un peu plus dynamique. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez utiliser vos micros, on peut se parler, on n'est pas obligé de tout faire passer par le fil de la conversation. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations pour que ça se passe bien. Donc, je vais partager ceci en écran complet pour que voilà, donc le titre, manager des ressources humaines, est un titre certifié, inscrit à France Compétences, hein, c'est un titre de niveau 7, Bac+5. Par contre, Sandra, on ne voit pas ton écran. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Non. Tu peux Oh, partager. là là. J'ai cliqué, mais ah non, il n'y a pas pris mon partage. Et là, est-ce que vous voyez mon écran? Non, toujours pas? Non, Non. Nadine? Non. Là, ça devrait aller, non? Tout à fait. Là, c'est mieux. Parfait. OK, Oui. ça a marché. Merci. Donc, on passe à la suite. À la suite. C'est mon truc qui ne veut pas. On a un peu de mal. Alors, un titre de niveau 7, donc en termes de niveau de nomenclature européenne, c'est ce niveau 7. C'était anciennement un titre de niveau 1 et qui correspond à un Bac+5. Alors, il y a quelques chiffres sur le groupe IGS, mais vous recevrez cette présentation, je vous laisserai en prendre connaissance de façon à ce qu'on puisse garder le temps pour l'aspect pédagogique, financement et planning, calendrier et autres qui est un petit peu plus important. Alors, le titre manager des ressources humaines que vous allez étudier au sein de la filière RH comporte plusieurs domaines de compétences, d'accord? Entre autres, et principalement des compétences clés sur la partie stratégie RH, management de la transformation et leadership RH, également un volet développement RH et talent management qui est important, un volet politique de rémunération, compensation et benefits également. Il y a une partie relations sociales. On abordera aussi le contrôle de gestion sociale et le SIRH dans le cadre de la transformation digitale de la fonction RH. Donc, globalement, 7 grands domaines de compétences, vous verrez, qui correspondent au bloc du titre. Il y a vraiment un souci sur cet ordre, ça ne veut pas passer à la suite. Voilà, il est un peu fatigué mon ordinateur. Donc, cette offre de formation, le titre, lui, est décliné sous 3 modalités d'apprentissage. Vous pouvez le suivre en temps plein, vous pouvez le suivre en digital learning accompagné, ce que vous entendrez dire chez nous DLA,
on utilise souvent, ou alors via les certificats par bloc de compétences. Donc, la modalité temps plein, elle dure 4 mois et demi, la formation sous cette modalité, ce qui représente 585 heures de formation. Donc, la plage horaire des cours, c'est 9h30, 17h30. Très exceptionnellement, on passera peut-être sur un 9h, 18h, mais c'est vraiment très exceptionnel. C'est un rythme de formation temps plein, ce qui veut dire que vous êtes présent 5 jours par semaine en continu à l'IGS. Et si vous le souhaitez, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas en fonction RH, il y a une mission en entreprise qui est optionnelle. C'est un stage en fait, mais on n'utilise pas stage en formation continue normalement. C'est une mission en entreprise de 6 semaines, ce qui représente 210 heures de formation. Donc, elle est intéressante lorsque vous êtes vraiment en reconversion totale pour pouvoir aller éprouver sur le terrain les choses que vous aurez apprises en formation. Ensuite, la modalité digitale accompagnée. La formation dure 16 mois, ce qui représente 360 heures de formation. Ces 360 heures de formation sont découpées en 293 heures de suivi de modules, 39 heures d'accompagnement et 28 heures d'évaluation. D'accord? Et comme le temps plein, c'est un découpage en 7 blocs de compétences. Et sur le DLA, ces 7 blocs de compétences représentent 36 modules. Le rythme de formation 100% à distance, c'est-à-dire que vous ne venez pas sur site, il n'y a pas de cours en présentiel, avec une estimation de temps de travail de 8 à 12 heures minimum par semaine. Alors, ça va dépendre de chacun un peu. Hein, l'estimation d'un module, c'est 8 heures, mais en fonction de la vitesse d'apprentissage, de travail, de l'organisation de chacun, ça peut être plus ou moins. Certaines personnes pourront mettre 6 heures pour étudier un module, d'autres pourront mettre 12 heures, peut-être plus. Mais voilà la moyenne. Bien évidemment, pas de stage en entreprise parce que vous êtes en poste pour être admis sur cette modalité. C'est une condition importante. Et en ce qui concerne l'autre modalité, via les certificats de bloc de compétences, en fait, comme le titre est constitué en bloc, chaque bloc est indépendant et peut être suivi. Il est proposé tout seul ou avec un autre bloc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez, ça s'adapte en fait à un moment précis, à un besoin précis en formation. Vous pouvez être disponible pour pouvoir suivre un bloc de compétences, 2 blocs de compétences, mais pas la formation dans sa globalité. Et plus tard, à un autre moment de votre vie professionnelle, vous pouvez suivre encore un autre bloc et ainsi de suite jusqu'à cumuler les 7 blocs de compétences, plus la réalisation d'un mémoire qui est le travail de fin d'études demandé. Et en fait, tout ceci se capitalise sur une période allant de 2 à 3 ans grand maximum, 2 à 3 ans parce que c'est le temps de renouvellement du titre, et ça vous permet d'obtenir le titre. Vous pouvez aussi l'obtenir de cette façon. Certes, c'est un peu plus long, mais l'avantage, c'est qu'il répond à une disponibilité à un moment, il répond à un besoin en compétences de votre entreprise à un moment, et ça n'empêche quand même qu'on puisse aller au bout du titre. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Vous pouvez activer vos micros pour répondre. Je n'entends personne. Est-ce qu'on voit quelque chose dans la Il y a eu conversation, une Nadine? question, Oui, s'il te plaît. oui, sur la conversation, une personne qui demandait si on pouvait aller au-delà de 2 mois de mission en entreprise. Donc, voilà, je lui ai répondu Oui, que c'est de 2 à 6 mois. oui, tout à Et fait, après, c'est tout ça. dépendra aussi du mode de financement, parce que si c'est un financement avec transition professionnelle, sachant qu'ils financent déjà sur la partie pédagogique, Mm, ils peuvent aller jusqu'à 2 mois maximum voilà. de mission d'entreprise. Et pour les demandeurs d'emploi, oui, ils peuvent aller jusqu'à 6 mois.
Très bien. de mission d'entreprise. OK, merci Nadine. Donc, on va passer à la suite. Il y a un peu de mal, hein? Alors, voyons ce qu'il en est des objectifs généraux de la formation. Pourquoi le cursus MRH? Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire de vous des professionnels reconnus de la fonction RH agile et que vous soyez capable de mettre en œuvre une politique des ressources humaines, d'accompagner une transformation de votre entreprise et la digitalisation de la fonction RH. C'est impulser une politique de gestion des talents et des compétences des collaborateurs de votre entreprise. C'est instaurer un climat social positif, développer l'engagement des collaborateurs. C'est aussi garantir le dialogue social efficace et constructif. Et puis, manager les risques sociaux par l'anticipation, hein, et l'apport de solutions juridiques adéquates aux situations auxquelles vous aurez à faire face. Ça, on va dire que ce sont surtout les avantages aussi pour l'entreprise qui va vous recruter. C'est être certain que la personne qu'elle recrute sera capable de mettre en œuvre tout ce que nous venons de dire. Ensuite, pour vous, c'est acquérir un diplôme, c'est acquérir un titre RNCP de niveau 1 qui est reconnu, qui est plébiscité par un certain nombre d'entreprises qui ont envoyé leurs collaborateurs en formation à l'IGS et qui font confiance à l'IGS. C'est préparer votre évolution interne en entreprise également. Votre évolution interne, mais aussi votre employabilité dans sa globalité, j'ai envie de dire. D'accord? Parce qu'on ne passe pas forcément toute sa vie dans la même entreprise et bon, ça, c'est même pas un sujet, ce sont des faits. Et puis, c'est accompagner une transition de carrière, parce qu'on parle d'employabilité, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, de changer d'entreprise. C'est vraiment accompagner une transition de carrière. Nadine, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste rajouter que sur le bac plus 5, on est vraiment sur des missions stratégiques. Vous ne serez pas sur de l'opérationnel. C'est vraiment une personne qui participe en lien avec la DRH sur la politique en fait des ressources humaines au sein de son entreprise, quoi. Tout à fait, absolument. Alors, on parle de transition de carrière, on parle d'employabilité, on parle d'acquérir des compétences, mais tout ça pour aller vers quel type de métier, hein? La liste que je vous présente là, que nous vous présentons là, n'est pas exhaustive, mais bien évidemment, ça dépend aussi un peu des appétences de chacun. Les métiers à l'issue de la formation sont des métiers de responsable de gestion des RH, de chef de projet RH. Si on veut intégrer la notion de business partner, vous pouvez aussi prétendre à des postes de HR business partner. Des choses qui peuvent être un petit peu plus en lien avec le recrutement, la paye, la mobilité, les talents, le management des talents. Responsable engagement, on a parlé d'engagement tout à l'heure des collaborateurs. On peut aussi aller vers des postes de DRH adjoint, de RRH adjoint. Tout cela va peut-être dépendre de la taille de l'entreprise que vous allez viser. D'accord? Responsable des relations sociales. Et une fois de plus, la liste n'est pas exhaustive. Vous serez formé sur un volet large de la fonction RH. Après, vous découvrez certainement des appétences plus pour un domaine ou un autre, plutôt la formation ou les relations sociales ou la paye ou autre. D'accord? Donc, voilà la liste des métiers auxquels vous pouvez prétendre à l'issue de la formation. Concernant les modalités pédagogiques, alors, nous travaillons avec des intervenants qui sont des professionnels de la fonction RH,
des intervenants qui travaillent avec nous, pour certains depuis un certain nombre d'années, et donc qui sont vraiment au fait de nos exigences par rapport au titre, hein, et à l'apprentissage. Nos méthodes pédagogiques sont plutôt basées sur une organisation apprenante et collaborative. D'accord? Donc, ces intervenants intègrent bien les échanges et un partage de production, un partage d'expérience dans leur pédagogie. On peut vous proposer, on vous proposera des travaux préparatoires en intersession qui seront à disposition et accessibles sur la plateforme Mon Campus du groupe IGS. D'accord? Faut pas oublier que lorsque vous serez en promotion, en formation, vous serez vous-même vous serez vous-même des professionnels en reconversion ou pas, mais des professionnels avec une expérience sur laquelle les intervenants vont aussi s'appuyer pour pouvoir donner lieu à l'illustration concrète de situations et puis bénéficier de vos représentations diverses et variées en fonction des domaines d'activité desquels vous êtes issus pour pouvoir traiter les sujets qui seront mis sur la table au moment des travaux de groupe, au moment des cours. D'accord? Donc vraiment, on est dans des échanges entre professionnels. On n'est pas sur un intervenant qui est en bout de salle, vous de l'autre côté, et qui vous déverse un savoir sans pour cela s'appuyer sur vos représentations. Non, au contraire, on est vraiment dans le partage entre pairs, dans le partage d'expériences. Ils apprennent de vous, ils vous apprennent des choses, mais ils apprennent beaucoup de vous également. Cette pédagogie qui s'appuie sur des mises en situation et des cas concrets est importante parce que lorsque vous arriverez au moment des évaluations, parce qu'on va vous délivrer des modules, vous allez travailler vos cours, mais il va falloir à un moment vérifier ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et ça se fait au travers des évaluations. Lorsque vous arriverez sur les évaluations, vous serez en face de situations concrètes. On vous donnera des cas de synthèse ou des serious games, tout dépend, qui sont des situations aménagées, bien évidemment, mais des situations concrètes d'entreprise pour voir comment vous réagissez, comment vous analysez, comment vous argumentez, à quel concept vous faites appel, quels outils vous utilisez, etc. Toutes ces choses qui vous seront enseignées, voir comment vous les utilisez. Au-delà de toute cette partie pédagogique pure, il y a aussi une notion d'accompagnement collectif et individuel qui est très chère à notre organisme de formation, mis en place à la fois par les équipes pédagogiques et les intervenants à proprement dit, pour pouvoir vous accompagner dans la formation, pour pouvoir vous soutenir, hein, à la fois sur votre projet professionnel, sur aussi votre projet de formation, et puis dans la préparation de vos évaluations. Donc, vous verrez que tout ce que vous ferez en grand groupe, en cours, voilà, vous serez plutôt dans de l'accompagnement collectif, avec votre responsable de formation également, lorsque vous serez en grand groupe, mais vous serez aussi en accompagnement individuel quand on parlera du mémoire, lorsque vous aurez des problématiques individuelles à partager avec votre responsable de formation. Donc, on est vraiment assez attaché à ça. On ne vous assiste pas, mais on vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces blocs de compétences? Puisqu'on a parlé de 7 blocs de compétences, qu'est-ce qu'il y a dans ces blocs de compétences? Dans le bloc 1, alors là, ce sont vraiment les noms des blocs que vous avez d'affichés là. Le bloc 1, c'est élaborer une stratégie homme créatrice de valeur. C'est un premier bloc. Le bloc 2, piloter la transformation et la digitalisation de la fonction RH. Le bloc 3, accroître l'attraction, acquisition de talents, attirer les talents, fidéliser les talents en relation avec la stratégie de l'entreprise. Nadine faisait référence à la notion de stratégie tout à l'heure. Elle est vraiment présente sur tout au long. Développer et fidéliser les talents. Mobiliser l'engagement des collaborateurs, c'est le bloc 5. Le bloc 6, dialoguer avec les parties prenantes, donc toute la partie dialogue social et RSE.
le bloc 7, anticiper et manager les risques sociaux. Donc, ça fait référence aux objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Et le dernier, qui n'est pas un bloc, mais qui est en transverse, c'est le mémoire de fin d'études que vous devez préparer tout au long de la formation et rendre un certain délai après la fin de la formation théorique et après la mission d'entreprise pour ceux qui la choisiront. Et ce mémoire est assorti d'un accompagnement collectif, donc d'une méthodologie. Bon, ce n'est pas un mémoire académique, donc bien évidemment, on vous dit ce qu'on attend de vous, hein, on ne vous laisse pas comme ça avec cette chose à travailler. Vous aurez des cours de méthodologie de mémoire pour que vous preniez bien conscience et que vous ayez tous les éléments des exigences attendues pour cet exercice. Vous aurez un accompagnement individuel également avec un tuteur méthodologie, hein, un tuteur de mémoire. Et puis, vous devrez le rendre à l'écrit et le soutenir à l'oral. On va en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Y a-t-il des questions? Nadine, veux-tu intervenir sur cet aspect? Non, tout est clair, Sandra, là-dessus. Tout est clair pour toi. Est-ce qu'il y a des questions dans le fil? Non, personne n'a posé de questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Eh bien, c'est parfait. Nous continuons. N'hésitez pas à nous arrêter si vous avez des questions, hein, surtout. Donc, là, on a parlé de 7 blocs. Ici, sont présentés les 7 blocs dans leur détail. Alors, nous n'allons pas détailler les 7 blocs parce que sinon, on va faire une réunion qui va durer 2 heures. Mais je vais simplement vous parler des objectifs de chacun des blocs. Vous recevrez cette présentation et vous pourrez prendre connaissance des compétences par bloc visé et des modules à l'intérieur de chaque bloc. Alors, pour le bloc 1, qui va porter sur élaboration d'une stratégie homme et création de valeur, l'objectif de ce bloc, c'est vraiment de permettre d'articuler la feuille de route stratégique de l'entreprise et la stratégie RH, d'accord ? Par le choix d'un scénario à mettre en œuvre, décliné en projet RH, qui va favoriser la double création de valeur, c'est-à-dire l'employabilité et l'agilité organisationnelle. D'accord ? Par là même, apporter les ajustements nécessaires durant la phase d'exécution de ce travail. Ensuite, le bloc 2, piloter la transformation et la digitalisation de la fonction ressources humaines. L'objectif du bloc, c'est concevoir une organisation RH qui combine à la fois expertise et vitesse d'exécution, d'accord, tout en développant les usages digitaux qui sont adéquats pour améliorer la qualité de service. Et bien évidemment, on n'oublie pas la RGPD en RH. Ensuite, le bloc 3, accroître l'attraction, l'acquisition des talents en relation avec la stratégie de l'entreprise. Quel est l'objectif du bloc 3? C'est développer le portefeuille de compétences, d'accord, en application avec une feuille de route stratégique, bah oui, toujours avec la feuille de route stratégique de l'entreprise, d'accord, pour traduire tout cela, tous ces objectifs, et en termes de processus RH de gestion des talents, afin d'anticiper le renforcement de sa position concurrentielle. On fait bien le lien entre montée en compétences en entreprise et la concurrence dans ce bloc. Ensuite, le bloc 4, développer et fidéliser les talents. Eh ben, il porte bien son nom, hein. C'est la mise en œuvre du volet développement et fidélisation des talents dans la stratégie RH, d'accord? C'est piloter dans le but de les conserver ces talents, accroître le niveau de performance de l'entreprise. Et ça aussi, ça fait sens et lien avec l'aspect concurrentiel dont nous avons parlé dans le bloc précédent. Sur le bloc 5, mobiliser l'engagement des collaborateurs, ben, il s'agit là d'identifier les conditions de l'engagement. Comment on engage ses collaborateurs? C'est établir un plan d'action ciblé pour accroître l'engagement de ses collaborateurs, la performance de l'entreprise et alimenter un climat social positif. Ensuite, le bloc 6, dialoguer avec les parties prenantes, favoriser un dialogue social et la RSE. L'objectif, c'est être capable de piloter et d'animer ce dialogue avec les parties prenantes dans un climat
social apaisé. C'est être capable de piloter et animer la politique RSE et de communiquer dans le but de préserver un climat social apaisé. C'est important pour justement une bonne marche de l'entreprise et puis pour que cette stratégie mise en œuvre porte des fruits. Le bloc 7, à son tour, anticiper et manager les risques psychosociaux. On est toujours dans l'organisation d'une veille de qualité. C'est toujours gérer les crises et même gérer les crises, voire anticiper les éventuelles crises. C'est cartographier les risques sociaux afin de les prévenir. D'accord? Voilà ce qu'il en est pour les 7 blocs et leurs objectifs. Je vous laisserai prendre connaissance des compétences visées par bloc ainsi que des modules. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Non, il n'y a pas de questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas de Ah, questions. si, Ah, Anne-Claire, Anne-Claire. Anne a levé la main. On vous écoute. Ah, est-ce que on vous entend pas? Peut-être que ça fonctionne pas le micro. Sinon, vous pouvez mettre votre question dans le fil de la conversation si parce que nous ne vous entendons pas. Et on va y répondre dans la suite. Alors, le Oui, elle bloc, a un problème oui. de micro, en effet. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle demande, Anne-Claire? Alors, la formation 100% à distance peut être terminée en moins de 16 mois ou pas? Ah, Je te laisse répondre, Sandra. oui, en moins de 16 mois, ça dépend du rythme, j'ai envie de dire, auquel vous travaillez. Ça dépend du temps que vous avez à y consacrer. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps estimé. On estime les modules à 8 heures de travail par module. Donc, si vous êtes en deçà des 8 heures, vous pouvez avoir terminé avant, vous pouvez souhaiter rendre votre mémoire avant, avoir validé l'ensemble de vos blocs, rendre votre mémoire, soutenir en avance. Ça, c'est tout à fait possible et c'est valable pour l'ensemble des modalités d'ailleurs. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment avoir validé les 7 blocs de compétences plus le mémoire pour se dire qu'on finit avant la date prévue. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, il y a une autre question. Est-ce que les blocs sont présentés par alternance ou en une seule fois? Ah, alors, par alternance, ça voudrait dire C'est vrai, n'importe quel c'est pas bloc. très clair, C'est pas, Anne-Claire, vu je les ne comprends blocs. pas bien par alternance. En tout Oui, cas, une chose est certaine, c'est que vous démarrez par le bloc par lequel vous rentrez. Par exemple, sur le DLA, je crois que la prochaine rentrée MRH se fait sur le bloc 6. Vous démarrez par le bloc 6, donc il est mis en ligne. Ensuite, le bloc suivant, le bloc 7, est mis en ligne soit dans la foulée, soit dès qu'il est prêt. Et vous continuez ainsi jusqu'à terminer comme vous aurez commencé, si, par exemple, hein, vous auriez commencé par le bloc 6, vous allez finir par le bloc 1. Donc, ils sont mis en ligne à date de calendrier. c'est ça. C'est-à-dire que Oui, ils si sont vous avez déployés fini votre, au fil voilà, de l'eau. c'est au fil de l'eau. Si vous avez fini votre bloc 6 avant la mise en ligne du bloc 7, on ne mettra pas en ligne le bloc 7 normalement en avance pour une seule personne parce que le bloc, il est ouvert pour tout le monde, pour tous les inscrits de la promo. Donc, ça mettrait plutôt, ça serait pas confortable pour les gens qui n'ont pas terminé. Donc, mais à la fois, les temps qu'on a mesurés et qu'on a pensés pour les blocs sont vraiment les temps qui sont nécessaires au minimum pour l'avoir bien travaillé, valider les cas de synthèse et valider les évaluations de blocs. Donc, on est vraiment au fil de l'eau.
D'accord? Alors, là, je réponds à Anne-Claire qui demande, et en formation continue, est-ce pareil qu'à distance? En fait, elle veut peut-être dire en présentiel. En présentiel, Oui. En présentiel, euh, ben oui, il y a également un calendrier à tenir donc, pour les blocs absolument, de compétences. absolument. On peut aussi lui préciser que en présentiel, de toute façon, si vous êtes à temps plein, vous êtes là du, du, du début de la formation jusqu'à la fin. Et en fait, les modules, ils arrivent dans l'ordre du planning. D'accord? C'est C'est ça. pareil. Il y a une chronologie qui est prévue et on n'ira pas plus vite. D'accord? On va passer au bloc transverse sur le mémoire. Alors, le mémoire. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un mémoire académique, c'est un mémoire professionnel, donc il a des exigences, des attentes différentes du mémoire académique que certains d'entre vous peuvent avoir déjà rédigé lors d'études universitaires ou autres. Donc, comment on fonctionne? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on vous délivrait une méthodologie. Hein, d'accord? Donc, vous aurez un livret méthodologique qui sera l'un de vos outils et de vos livrets préférés parce que il faudra commencer à travailler ce mémoire dès le début de la formation parce que la méthodologie arrive tôt. Une méthodologie qui vous indique ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est de choisir une problématique stratégique RH. Alors, c'est une problématique stratégique RH. On n'est pas en train de parler d'une problématique opérationnelle. Ça, c'est pour les bacs plus 4, la problématique opérationnelle. Alors, dans le choix de la problématique, la personne qui vous délivrera la méthodologie mémoire s'assurera que la problématique que vous choisissez, c'est vous qui la choisissez, nous ne vous imposons pas de problématique. La seule chose qu'on vous impose, c'est que ce soit une problématique stratégique RH. Elle va s'assurer que cette problématique comporte bien tous les ingrédients, entre guillemets, attendus de la problématique pour ce mémoire. Ça va donner lieu à des allers-retours, peut-être, tant que votre problématique ne sera pas conforme, eh bien, on ne la validera pas. On la validera une fois qu'on est certain qu'elle vous permettra d'aller au bout du travail. Elle doit intégrer la conduite du changement au sein de l'entreprise. Ce premier point est incontournable. C'est une problématique stratégique RH qui doit intégrer obligatoirement la conduite du changement au sein de l'entreprise. Donc, tant que vous n'aurez pas fait une problématique qui correspond à ça, on ne validera pas votre problématique et on ne vous attribuera pas un tuteur pour vous accompagner dans votre travail. C'est la condition sine qua non. Ce travail de mémoire nécessite la mise en œuvre et permet de mettre en œuvre vos capacités d'analyse. C'est pour ça qu'on le fait. Vous devez pouvoir analyser, montrer que vous savez analyser, raisonner et traiter un sujet. Pour ça, il faut lire. On vous donnera un certain nombre de lectures, on vous demandera un certain nombre de lectures. Il faut pouvoir benchmarker parce que pour analyser et mettre en comparaison des situations, ben, il faut avoir plusieurs situations à comparer. Voilà. Donc, pour ça, il faudra benchmarker. On vous dira combien je benchmark en interne, en externe, etc. Ces benchmarks, normalement, vu la date à laquelle vous allez intégrer l'information, en juin, juillet 2024, il faudra les avoir déjà bien avancés parce que il ne faut pas oublier qu'en août, les entreprises sont très souvent fermées, il y a les congés, il y a peu de gens disponibles. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser assez tôt dans votre organisation. Mais ça, on vous le redira. Mais je vous le dis dès aujourd'hui parce que c'est un point qui est vraiment très important. Ensuite, cet exercice sert à vérifier que vous êtes capable de proposer des préconisations. Vous avez posé une problématique, vous avez analysé et comparé des situations, eh bien, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette problématique? Cet exercice, c'est aussi ce qu'on sera en droit d'attendre de vous en entreprise
au poste que vous visez avec le diplôme que vous aurez. Donc, c'est pour ça qu'on vous le fait faire. Donc, il est à rendre ce mémoire à l'écrit, il est à soutenir à l'oral, donc il va faire environ 70 pages à l'écrit, et la soutenance va intervenir 1 mois après le rendu de votre écrit. D'accord? Donc, lorsque votre problématique sera validée, qu'on vous aura attribué un tuteur en lien avec la problématique que vous aurez choisie, la personne la plus adaptée à traiter cette problématique, ben, elle vous aidera à cheminer dans votre travail. Elle ne rédigera pas pour vous, elle ne réfléchira pas pour vous, elle ne benchmarkera pas pour vous et elle ne lira pas pour vous, mais en tout cas, elle vous accompagnera dans votre réflexion et elle vous guidera en s'appuyant elle aussi sur la méthodologie et les attendus du groupe IGS par rapport à ce travail. Voilà. Ce point mémoire, on reviendra dessus de façon approfondie à la rentrée et aussi vous reviendrez dessus avec votre référent mémoire, la personne qui sera en charge d'enseigner la méthodologie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, il y a des questions sur le fil là, de la conversation. Il y a une personne qui demande, dans le cas du 100% digital, le mémoire doit porter sur mon entreprise. Est-ce que cela implique un stage interne ou pas? Alors, un stage interne, déjà, c'est pas possible parce que C'est vous ne ça, je pouvez lui ai pas faire de répondu stage qu'il n'y avait au pas de sein de stage. votre entreprise. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire un stage. Si vous êtes dans un grand groupe, vous pouvez faire un stage dans une filiale du groupe, d'accord? Dans une autre entité du groupe. En tout cas, une entité qui portera un numéro de SIRET différent de celui qui vous paye et qui vous embauche. Voilà, ça c'est possible. Mais vous ne pourrez pas faire de mission en entreprise dans votre entreprise, là où vous travaillez. Ça, c'est un point. Là, elle pose la question sur enfin, c'est par rapport au digital, hein. Mais moi, je lui ai répondu qu'on leur demande quand même d'être sur un poste RH quand ils Ah veulent oui, aller oui, sur oui, la oui, modalité en digital. tout à fait. Pour la modalité en digital, il faut être sur un poste RH. Ça, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc la question, elle se pose même pas. Il faut être en poste RH pour la mobilité, pour la modalité digitale. D'accord? Oui, et puis, mais par ailleurs, le mémoire peut porter sur, et c'est très souvent ce qui arrive, parce que c'est aussi la solution la plus sûre, et puis c'est ce qui est plus, on va dire, plus efficient, plus intéressant pour vous. C'est vraiment d'aller sur un sujet qui est en cours dans votre entreprise, sur une problématique qui est dans votre entreprise. Voilà. Et puis, très souvent, les entreprises se servent de ce que vous avez fait. Enfin, votre travail, il sert à quelque chose, hein. Il ne sert pas que à valider le titre, il sert aussi à votre entreprise. Donc, oui, oui, c'est même souhaitable. Alors, sur le système d'évaluation, on va avoir je vais vous donner des éléments. Bien évidemment, après avoir étudié tout ce que vous aurez étudié, ben, on va vérifier que les connaissances sont bien acquises et que vous savez utiliser tout ça. Le système d'évaluation, pour vous donner un chiffre déjà de réussite par rapport à ce titre, en mars 2022, on avait un taux de réussite, on atteignait un taux de réussite de 91%. Ça veut dire que 91% des personnes présentées au titre ont réussi du premier coup. Donc, pour ça, ces personnes ont validé les 7 blocs de compétences plus le mémoire, parce que c'est ce qui fait que vous obtenez le titre. Il n'y a pas de titre MRH sans validation des 7 blocs de compétences plus validation du mémoire. Alors, le type d'évaluation qu'on vous proposera, ce sont des études de cas individuelles ou collectives ou collectives. Dans le cas où on sera dans un travail collectif, il y aura forcément une note individuelle, ça c'est obligatoire. Donc, les 7 blocs de compétences que je vous ai présentés et qui sont notés ici vont donner lieu à ce type d'évaluation. Sur la modalité à distance, il y a 2 types d'évaluation. Il y a une évaluation formative et une évaluation sommative.
L'évaluation formative, c'est celle qui va correspondre au cas de synthèse de chaque module. Donc, chaque module de chaque bloc, on a parlé de 36 modules, donc vous aurez 36 cas de synthèse. Chaque module a un cas de synthèse. Ce cas de synthèse n'est pas noté, d'accord? Il n'y a pas de note attribuée, c'est pas sommatif, c'est formatif. Il a pour but de vérifier que vous avez bien compris, que vous avez bien compris ce qu'il y a dans le module. Pour savoir si vous validez ce cas de synthèse, il faut atteindre 75% de bonnes réponses. Donc, tant que vous n'avez pas acquis 75% de bonnes réponses, vous pouvez rejouer votre cas de synthèse sans risque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour préparer ces cas de synthèse, vous avez un accompagnement collectif, semi-collectif ou semi-collectif sur les modules en digital. D'accord? Vous n'êtes pas complètement tout seul sur le digital. On est en autonomie, mais on n'est pas tout seul, on reste accompagné. Il est Digital Learning accompagné. Donc, vous êtes accompagné pour travailler vos modules, pour avoir des réponses à vos questions par des intervenants, par des coachs. Donc, ça, c'est un premier niveau d'évaluation. Et vous aurez également la validation des blocs de compétences, l'évaluation de chaque bloc, donc comme c'est indiqué là, par un cas de synthèse ou un serious game, et ceci est accompagné également d'un oral qu'il n'y a pas sur le temps plein parce que les gens sont physiquement là pour faire les évaluations. Vous serez à distance, vous ferez vos évaluations sans surveillance, donc notre obligation France Compétences, c'est d'assortir cette évaluation d'un oral pour s'assurer que le travail a bien été fait par vous. Voilà pour l'évaluation de la modalité digitale, l'évaluation de bloc. Ensuite, pour le mémoire, c'est la même chose. Vous aurez également une méthodologie, ce sera la même, parce que c'est le même diplôme que vous passez. Vous aurez la même méthodologie, vous aurez aussi quelqu'un qui vous enseignera cette méthodologie. Vous devrez également, comme je l'ai dit précédemment, choisir une problématique avec les mêmes exigences que celles que j'ai présentées tout à l'heure. Vous aurez un accompagnement individuel avec un tuteur pour vous aider à réfléchir sur votre travail. Et le mémoire, vous devrez le rendre 4 mois après la fin de la formation théorique. C'est-à-dire que vous travaillez tout ça pendant toute la formation, parallèlement à vos cours. Vous le finalisez à la fin de la formation théorique, vous avez un temps pour le finaliser, 3 à 4 mois, c'est justement ces 4 mois-là. Et le 4e mois, vous rendez votre écrit. Et le mois d'après, vous soutenez. Pour le temps plein, le mémoire, c'est les mêmes conditions, sauf que vous aurez 6 mois pour le rendre parce qu'il y a des gens qui vont peut-être choisir la mission en entreprise, qui vont peut-être choisir le stage, et donc il faut leur laisser le temps de finaliser leur stage. Voilà pour ce qui est du système d'évaluation. Est-ce que vous avez des questions sur ces systèmes d'évaluation? Non? C'est clair pour vous? Enfin, il y a Anne-Claire à qui j'ai répondu et demandé si pour la formation continue, mais devons-nous avoir trouvé une entreprise avant de commencer la formation? Donc, je lui ai demandé si elle voulait dire le temps plein. Elle a dit oui. Sinon, elle peut intégrer la formation avant de trouver, mais l'idée, c'est quand même de déjà savoir dès le départ si elle veut faire un stage, le Tout à préciser fait, lors de parce que l'entretien. voilà, tu vas le préciser tout à l'heure, Nadine, peut-être par Donc, rapport au financement, à cette question de mission en entreprise. C'est vrai que si vous savez déjà que vous souhaitez faire la mission en entreprise, il n'est jamais trop tôt pour commencer à chercher son entreprise, en fait. Donc, même si vous ne l'avez pas au début de la formation, mais voilà, en tout cas, nous, on va vous demander si vous souhaitez faire le stage ou pas. Et si vous dites que vous souhaitez faire le stage, on vous fait compléter justement une petite fiche qu'on appelle une fiche de stage, d'engagement au stage, parce que ce stage, en fonction du financement que vous allez avoir, va avoir un impact sur ce financement. Nadine va en reparler tout à l'heure.
Alors, oui, ça y est, il s'est remis en pause. Voilà. Alors, zoom sur le format digital learning. Donc, je vous ai dit des choses sur le format digital learning tout à l'heure en parlant des évaluations. Est-ce que tu veux prendre la main, Nadine, sur ça? D'accord. Alors, OK, si tu veux, Sandra. D'accord. Alors, donc, un petit zoom sur le format digital learning accompagné qu'on appelle chez nous le DLA, comme l'a dit Sandra. En général, au téléphone, on dit toujours DLA. Donc, c'est une formation 100% digitale, accessible en tout lieu et à tout moment, même hors connexion, hein. Donc, c'est vraiment une approche en auto-formation qui s'appuie sur des supports digitaux animés par des experts du domaine. Donc, vous avez un coach quand même, expert des RH qui vous accompagne tout le long de la formation. Et il y a beaucoup d'échanges également entre pairs, notamment sur la résolution collective des cas d'entreprise via des accompagnements collectifs de préparation aux évaluations et à la certification. Il y a aussi un accompagnement individuel d'1 h 30, donc surtout le long du cursus. C'est-à-dire, si vous avez des questions sur la modalité en digital, vous n'arrivez pas à vous organiser, à vous automotiver, le coach est là pour vous accompagner aussi individuellement. Donc, on a prévu un créneau d'1 h 30, mais vous pouvez planifier des plages de 30 minutes à chaque fois pour échanger avec le coach individuellement. Donc, il y a aussi des classes virtuelles donc, qui sont planifiées là en collectif, en général en fin de journée, pour ne pas empiéter sur le temps de travail des stagiaires. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, un calendrier vous est communiqué au début de la formation parce que ces plages horaires on essaye de les anticiper au maximum pour vous permettre de vous organiser parce que faut être clair aussi sur ce point-là. La formation, très souvent, quand vous êtes sur le format digital learning accompagné, vous le faites hors temps de travail. Il faut aussi gérer la vie de famille en rentrant. La formation, c'est pas tout simple, c'est loin d'être simple. C'est aussi pour ça que cet accompagnement individuel, ce coaching individuel d'1 h 30 a été mis en place pour vous aider. Ça vous demandera une organisation, une grande organisation à poser vraiment dès le départ, une fois que vous êtes sûr que vous allez intégrer la formation, poser cette organisation et aussi embarquer votre entourage dans ce projet parce que si vous n'êtes pas aidé, si vous n'êtes pas soutenu au-delà de l'accompagnement que l'IGS va vous apporter, ça peut être compliqué. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment s'organiser et aller éprouver sa motivation à tout moment pour pouvoir réussir sur cette modalité et puis aussi sur le temps plein, hein. On a aussi besoin du même accompagnement de l'entourage et puis de cette même organisation pour pouvoir réussir sa formation. Alors, Donc, Sandra, il y a des questions. oui. Il y a une personne qui demande, est-ce que l'école transmet des offres de stage de ces entreprises partenaires aux étudiants? Alors, on n'a pas un vivier d'entreprises qu'on vous délivre au début de la formation. Chercher son stage, c'est aussi se professionnaliser. Donc, on est là, on vous accompagne. Si vous avez du mal à trouver, on peut vous donner quelques pistes. On travaille aussi avec vous, par exemple, sur, on travaille. Vous pouvez avoir des questions sur votre CV, votre lettre de motivation. On peut aussi vous donner quelques pistes là-dessus. Mais là où nous avons une action intéressante, c'est que nos anciens stagiaires, des fois, nous font passer des offres et nous vous les transmettons systématiquement. Les entreprises qui ont pris en stage des stagiaires l'année d'avant nous sollicitent des fois et puis nous aussi, on les sollicite, on leur dit, ben voilà, cette année, on a des personnes qui seront en recherche de stage pour telle période. Pensez à nous si vous avez des besoins. Voilà comment ça se passe. Alors, j'ai une autre question là. Si l'on manque un cours, pouvons-nous avoir accès à l'enregistrement?
En temps plein, non, les cours ne sont pas enregistrés. Si C'est vous en ça, non, elle manquez n'a un pas cours, précisé. ça c'est sur le DLA. Les, Oui. les, les cours, les modules de toute façon du DLA, ce sont des modules enregistrés. Donc, vous les avez à tout moment. Et vous pouvez les écouter et y travailler à tout moment. Si vous manquez un cours en temps plein, vous n'aurez pas d'enregistrement du cours. Les cours ne sont pas enregistrés. C'est une formation en présentiel et comme je l'ai dit au début de cette présentation, vous êtes présent 5 jours par semaine à l'IGS. Bon, on est en formation, mais la vie continue. Donc, des fois, on peut tomber malade, on peut avoir un enfant malade, on peut être absent. Si vous êtes absent, vous aurez sur la plateforme Mon Campus, la plateforme collaborative, vous aurez votre support de cours et vous devrez prendre des notes auprès de vos collègues présents pour retravailler votre cours. Donc, les cours ne sont pas enregistrés. Alors, il y a Naïma qui demande, dans le cas du 100% à distance, je crois savoir que nous pouvons négocier du temps de travail. Vous nous conseillez un rythme en particulier? Alors, si, euh, si votre employeur, alors Naïma, vous me direz si j'ai bien compris votre question, hein, mais voilà ce que j'ai compris. Je réponds selon ce que j'ai compris. Si votre employeur est d'accord pour que vous fassiez une partie de l'information sur le temps de travail, Mm. il y a la possibilité d'élaborer un calendrier avec votre employeur. C'est-à-dire que il peut décider de vous accorder 2 jours par semaine dédiés à votre formation. À ce moment-là, il faudra, comment dire, qu'on lui prouve que ces 2 jours par semaine, vous vous êtes connecté, on va traquer vos heures de connexion, etc. Mais on les traquera pour les autres jours aussi, de toute façon. Mais il y a possibilité avec votre employeur de décider d'un calendrier de formation sur le temps de travail. Mm. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, quand les employeurs proposent ça, c'est vraiment très intéressant et ça montre qu'ils soutiennent, qu'ils accompagnent votre projet de formation. Mm. C'est une démarche qui est tout à fait honorable et intéressante. Donc oui, mais c'est une organisation que vous voyez avec votre employeur, euh, que vous mettez en place, et puis vous revenez vers nous en nous disant, voilà, moi, mon employeur m'accorde une semaine par mois ou 3 jours par mois dédiés à la formation. Ai-je répondu à la question? Oui, parfait, merci beaucoup. J'avais un doute justement, je me disais que je l'avais peut-être mal exprimé, mais Oui, merci mais pour la réponse. voilà, Oui, ça m'a fait sens. Ce que vous avez dit, je pense que j'ai assez bien saisi parce que j'apprécie beaucoup ça. oui, bah, justement, en fait, nous, c'est dans le cadre de l'accord GPP. Alors bon, c'est 30% du volume de la formation, ce qui Oui, finalement est bien, parce que initialement, pour moi, c'était du 100% hors temps de travail. Et donc, en d'accord. fait, je m'interrogeais par rapport à ça. Du coup, est-ce que je regarde le calendrier et en fonction de l'approche des examens, ou s'il y a des choses, est-ce que je cale pas à ce moment-là ces temps de travail. Voilà, c'était pour avoir un retour de votre Un part, mais donc retour. je peux le Mais faire avec mon employeur. si vous voulez, on pourra échanger par rapport à ça. Vous pourrez, on pourra échanger, mais c'est vrai que la possibilité et le choix de caler ces temps-là aux alentours de la période des évaluations Oui. est pas mal, parce qu'il y a du travail à faire là, hein. Oui. Voilà, c'est pas mal. Il faut aussi que ça bon, si il vous laisse le choix, ben, c'est pas un mauvais choix de les caler aux alentours Mm. des évaluations. Ok, super. D'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à, à ce point-là? Non? C'est clair pour tout le monde? On continue? Alors, euh, à l'écran, vous avez la mission AndiGS. Nadine va vous parler tout à l'heure du dossier de candidature. Je ne vais pas aller dans le détail, mais dans ce dossier de candidature, vous aurez la possibilité d'indiquer si vous êtes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap et que vous le partagez avec nous, parce que ce n'est pas une obligation de le partager avec nous, si vous souhaitez le partager avec nous, on a chez nous une cellule qui s'appelle HandiGS, c'est la mission handicap du groupe, qui est là pour vous accompagner euh, pendant votre formation
si vous avez besoin d'un matériel particulier, si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin d'aménagement de parcours. Nous travaillons en collaboration, bien évidemment, avec la mission d'IGS. Vous avez le contact dans cette présentation, vous l'aurez aussi dans vos documents de rentrée. Vous pouvez prendre contact directement avec eux ou passer par nous si vous êtes concerné. En tout cas, si vous êtes concerné et qu'il y a un besoin de temps supplémentaire, par exemple, pour les évaluations ou de choses de ce type, il faudra aussi en parler avec votre responsable formation de façon à ce qu'elle puisse prévoir pour les temps d'évaluation. Voilà. Alors, les conditions d'admission, MRH. C'est vrai qu'on a parlé de plein de choses. On a parlé des évaluations, des modules, de tout ça. Mais pour l'instant, Voilà, on ne vous a pas encore tout à dit fait. comment on fait pour rentrer. Nadine, c'est à toi que revient ce slide. Alors, donc, au sein d'IGS, on a quand même un certain nombre de prérequis, hein, donc les conditions d'admission pour intégrer ce Bac+5 chez nous. On vous demande d'être titulaire d'un Bac+3 donc, ou un Bac+4, donc peu importe le domaine, pas forcément en ressources humaines, hein, et être de préférence dans un emploi de la fonction RH depuis plusieurs années ou en prise de poste RH. Pour cela, on vous demande de remplir un dossier de candidature. Donc, les conseillères vous adressent après avoir échangé avec moi ou l'une de mes collègues. Donc, vous remplissez le dossier de candidature. On vous demande enfin, qu'il soit quand même très, très bien complété parce que souvent, on nous demande, on a déjà rempli le dossier, mais vous nous redemandez une lettre de motivation derrière. Mais c'est l'administratif. En fait, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'informations sur la faisabilité du projet, comprendre si le projet suit bien sa route, si la personne est vraiment assez motivée donc pour candidater chez nous. Et une fois on a reçu, nous, conseillers formation, ce dossier de candidature, on va le faire suivre aux responsables formation, donc au service pédagogique, et elles vont reprendre contact avec vous. Déjà, dans un premier temps, on vous enverra un questionnaire de positionnement. Et à l'issue de ce questionnaire, en fait, vous aurez ensuite un entretien approfondi de sélection. Donc, l'entretien dure à peu près 1 heure. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre votre projet. Pourquoi cette formation? Pourquoi IGS? Si vous n'avez pas un Bac+3 à valider et que vous êtes titulaire d'un Bac+2, on vous fait passer un examen d'entrée en interne qu'on appelle la validation du niveau d'entrée, donc la VNE. Donc, l'idée de la VNE, après, Sandra, tu pourras peut-être compléter. La VNE, c'est vraiment, elle porte sur un sujet RH. C'est un devoir sur table qui dure à peu près 4 heures. Donc, on verra comment vous prenez le sujet, comment vous analysez donc, la problématique. On va regarder les qualités rédactionnelles, le raisonnement, etc. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est de valider le mode de financement. Donc, avec nous, conseillers formation, il faudrait qu'on soit déjà fixé dès le départ sur le mode de financement donc, de votre projet. Est-ce que c'est un financement personnel? Est-ce que vous êtes accompagné par votre employeur ou un autre organisme financeur, par exemple? Donc, en gros, c'est ça, hein. Donc, à l'issue de votre entretien, on vous fait un retour donc, sur votre admission. Si On la le fait tout demande de est... suite en général. Oui. Voilà, en général, on le fait tout de suite. Et la VNE, ça a un coût, donc un coût de 150 €. Je pense qu'on en parle après, je sais Oui, plus. après, sur les tarifs, on a mis le tarif D'accord. de la VNE, absolument. Le tarif de la VNE est posé. Alors, dans le dossier de candidature, il faudra quand même joindre aussi des pièces, donc notamment votre diplôme, la copie du diplôme, un CV à jour, une lettre de motivation, une copie de votre carte d'identité et une photo numérique, version numérique, à joindre au dossier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair sur les conditions d'admission chez nous? Bon, Non, ça a l'air clair. Oui. Ça a l'air clair. Alors, Nadine vous a bien évoqué la VNE. Alors, sachez que, en fait, cet examen d'entrée, il va venir pallier aux prérequis que vous n'auriez pas, ça vous l'avez compris.
on va surtout regarder, on ne va pas attendre de vous que vous nous fassiez des réponses de haut stratège RH, sinon vous ne viendriez pas en formation, on est bien d'accord. On va regarder votre capacité à écrire. On va déjà regarder tout simplement votre syntaxe, votre orthographe, parce que vous avez compris, les évaluations, ce sont des évaluations écrites. Donc, ça va compter, hein, c'est important. Le mémoire, c'est 70 pages d'écriture, donc ça va compter aussi. Donc, on regarde cette capacité à rédiger. On regardera votre capacité à argumenter, à regarder une situation, à l'analyser, la comprendre, à donner votre point de vue, à vous appuyer sur les connaissances que vous avez, sans venir tout simplement nous faire une description des choses. D'accord? On veut voir comment vous appréhendez, comment vous rédigez, comment vous argumentez, comment vous analysez. J'ai envie de dire que si on est en dessous du bac+2, Nadine, tu me diras si je me trompe, hein, sur MRH, sur RGRH, je suis certaine, mais je pense que sur MRH, c'est pareil. Si on est en dessous du bac+2, il y a la possibilité de faire la VNE totale sur MRH également. Oui, on peut faire une VNE totale, donc l'écrit et l'oral. Voilà. On a eu, par exemple, des personnes qui avaient le bac, par exemple, qui n'avaient pas un bac+2, mais on regardera quand même toute l'expérience professionnelle. On va quand même demander des compétences en management, en fait, en plus Exactement. pour ces personnes-là. Des compétences en management, en stratégie. Là, on va regarder l'expérience professionnelle et le poste que vous occupez aura encore plus d'importance. C'est ça. Et là, on vous demandera de travailler, alors non seulement la partie écrite qu'on vient d'écrire là, mais aussi un oral. Et on vous demandera de travailler sur certaines réalisations que vous avez pu faire en entreprise et de les présenter à l'oral. Donc là, le coût est un peu plus élevé, c'est 300 € et vous ne passez l'oral que si vous n'avez validé l'écrit. Donc, c'est tout ça pour dire que, voilà, si vous avez une très grosse expérience RH sur l'aspect stratégie, management, mais que vous n'avez pas les diplômes tout simplement, que vous n'avez pas le bac+2, vous pouvez quand même postuler. Oui. Voilà. Le dossier de candidature, alors, étant donné Nadine a été claire, elle vous a dit qu'il devait être soigné et bien rempli, j'insiste là-dessus parce que c'est ce dossier de candidature qui va, nous, responsables formation, nous aider à prendre une décision concernant votre candidature. Donc, si le dossier de candidature n'est pas soigné, qu'il n'est pas rempli de façon exhaustive, que vous n'avez pas pris le temps de bien expliquer votre projet, vos motivations, vos points forts, les freins que vous pouvez identifier et nous montrer que vous avez déjà pris connaissance du programme, nous montrer que vous avez déjà étudié un petit peu ce projet professionnel, où est-ce que vous voulez aller, on ne pourra pas traiter votre candidature. C'est vraiment important de le compléter sérieusement et de nous fournir avec un CV détaillé. Et un CV détaillé, c'est pas 3 lignes à la va-vite déposées sur un papier, ça ne nous aidera pas. On va rejeter votre dossier parce que nous n'aurons pas les éléments pour se dire, voilà, le projet est mûri, le projet semble clair, la personne a les compétences, ou du moins la personne n'a pas tel et tel point, ou c'est bien se regarder sur tel et tel point, et nous, à l'aide du questionnaire de positionnement, on va pouvoir l'aider et bien l'orienter, la conforter sur ce cycle-là, ou voir avec la conseillère formation si ça serait pas mieux de la mettre sur un autre cycle de formation au vu des éléments donnés. Il s'agit là de vous aider à prendre une décision, une bonne décision, bon moment. D'accord? Donc, donnez-nous, s'il vous plaît, les éléments nécessaires à vous aider à prendre cette décision. C'est important. Est-ce qu'on a d'autres points à préciser sur le financement, Nadine? Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à Transition Pro et la mission en entreprise. Le CPF, par exemple, oui, il faut savoir que l'offre est éligible au CPF. Oui, tous nos titres sont effectivement éligibles au CPF. Donc, on a aussi des entreprises qui peuvent faire un abondement. Donc, l'entreprise peut en fait rajouter une somme sur le montant CPF que vous avez déjà. Donc, ça s'appelle la dotation employeur. Ou pour les personnes en recherche d'emploi qui peuvent aussi bénéficier de l'abondement Pôle emploi.
On a aussi des demandeurs d'emploi résidant en Île-de-France qui peuvent se rapprocher de la région Île-de-France, en fait, pour obtenir une aide, en fait, pour se faire L'IRE. financer. Voilà, la Mhm. IRE2 pour se faire financer. Il y a également le CSP qu'on a accepté. Oui, Enfin, on aussi. accepte tout mode de financement chez nous. Il y a des cofinancements qui peuvent être également montés, financement personnel. On travaille également avec 2 banques. Donc, si vous voulez obtenir un prêt à un taux intéressant, vous pouvez vous rapprocher de votre conseillère formation pour qu'elle vous fasse suivre les coordonnées des banques partenaires pour Voilà. l'obtention des prêts. C'est vrai. Oui, Voilà. ok. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, on peut fonctionner sur du multifinancement et il ne faut pas s'en priver. Parce que c'est comme ça qu'on peut financer finalement. Hein, maintenant, c'est très souvent des multifinancements. Alors, nous allons passer. Ah ben, c'est De pas encore l'heure de la. financement, finalement. C'est pas encore l'heure de la pause déjeuner quand même. Mon ordi, il est C'est terrible aujourd'hui. Alors, les dates des prochaines rentrées maintenant. Donc, le MRH temps plein en présentiel. La prochaine rentrée sera le 11 janvier 2024. Les cours théoriques se terminent le 24 mai 2024 et le stage facultatif aura lieu à partir du 27 mai jusqu'au 5 juillet 2024. D'accord? Sur la modalité DLA, n'importe quoi. La prochaine rentrée, c'est une rentrée au bloc 6. Donc, à un moment tout à l'heure, on a parlé, je vous ai un petit peu évoqué ça. Vous pouvez rentrer sur ce bloc qui va démarrer le 7 octobre et vous finirez le bloc 1 en novembre 2024. D'accord? Donc, il y a une période de congé, deux même périodes de congé sur cette promo. Les congés du 18 décembre au 1er janvier inclus, et une autre période de congé du 13 août 2024 au 1er septembre 2024 inclus. Vous avez compris, je ne sais pas si vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, donc ça me vient et je pense que c'est important de vous le dire. Quand vous rentrez sur le DLA par bloc, bien évidemment, vous rejoignez les personnes qui ont démarré par le bloc 1 et qui vont terminer au bloc 7, mais vous rejoignez une promo qui a déjà commencé. Hein, je vous le précise pour que vous sachiez que ce n'est pas une nouvelle promotion. Hein. Si c'est une entrée par le bloc 6, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà démarré avant, mais je le dis quand même. Et la prochaine promo du DLA, la promotion 5, va démarrer le 30 janvier 2024. Les cours se termineront le 28 mars 2025 et ils seront en congé du 13 août 2024 au 1er septembre 2024 inclus. Voilà, pour les dates de rentrée. Ensuite, la question des tarifs. Le financement temps plein, entreprise, pro ou transition pro, c'est 16 800 € net de taxes. Sur le digital, 9 800 € net de taxes. Pour le financement personnel, il faudra prendre contact avec votre conseillère formation. Hein, et pareil pour le digital, si on passe sur un autofinancement. Et les tests VNE, comme on vous les a indiqués tout à l'heure, sont à 150 € net de taxes, à la fois sur le digital ou le temps plein. C'est un tarif unique pour les deux modalités. Voilà pour ce qui est des tarifs. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Comme ça, c'est mieux. Eh bien, vos contacts. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà une conseillère formation attitrée. Hein, Nadine, tu confirmes? Oui, oui. Voilà. D'autres, peut-être pas encore. Si vous avez un projet de formation, eh bien, c'est le moment de prendre contact avec une conseillère via le mail ou le téléphone du groupe ou le site internet et étudier avec elle voilà, le projet,
la faisabilité de ce projet et puis démarrer la constitution de votre dossier. Concernant les transitions pro, très précisément, la rentrée, on est encore dans du délai, Nadine? Oui, parce qu'en fait, il faut compter, là, la rentrée, c'est janvier, il faut compter 4 mois. Donc, janvier, donc décembre, novembre. Ben, ce sera octobre. Ça sera octobre. Voilà, En fait, ce sera voilà, c'est octobre. Donc, ça arrive très vite. Il faudrait que, là, à partir de fin septembre, pour les personnes qui sollicitent transition professionnelle, fassent déjà un courrier d'autorisation d'absence à leur employeur, pour les personnes voilà, qui sont donc en poste, sachant que l'employeur a 1 mois pour répondre. Et le dossier auprès de transition professionnelle devra être déposé au plus tard 3 mois avant la rentrée. Donc, début novembre, en fait. Il faut faire très vite. Il faut faire très vite, là. Parce que ça paraît souvent éloigné, mais le temps passe quand même très, très vite. Absolument, voilà. Absolument. Le temps passe vite. Donc, voilà vos contacts. N'hésitez pas, hein, surtout, à les solliciter. Alors, est-ce que vous avez des questions? On arrive au terme de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que nous revenions? Et 12h44, il faut aussi que je vous libère, que nous vous libérions, parce que est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez qu'on réaborde? Ah si, il y a une information qui est intéressante, parce que nous avons une journée porte ouverte le 7 octobre, je ne dis pas de bêtises. C'est le 7 octobre, oui. Le 7 octobre, le samedi 7 octobre à l'IGS, à Rouillac-Bingen. Il serait intéressant que vous puissiez, si vous pouvez, venir nous rencontrer lors de cette journée porte ouverte. Sachez que les frais de dossier sont offerts lorsque vous déposez votre dossier de candidature le jour de la journée porte ouverte. Vous pouvez avoir des rendez-vous avec les conseillères formation, échanger avec les responsables formation qui sont là, les directeurs qui sont là. Des fois, il y a des intervenants, des fois, il y a des anciens. Voilà. Ce sont des moments privilégiés pour prendre un premier contact, même si votre projet n'est pas pour là, janvier, tout de suite, mais voilà, ça permet déjà d'entendre un certain nombre de choses et puis de mûrir votre réflexion. Alors, s'il n'y a plus de questions dans le fil de la conversation, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on va vous remercier de votre présence à cette réunion d'information, de votre écoute, des questions que vous nous avez posées. Et nous espérons vous voir sur notre journée porte ouverte du 7 octobre, ou en tout cas avoir contact suite à l'envoi de la présentation. Vous la recevrez aujourd'hui ou demain, je pense, au plus tard. Voilà. Donc, pas de questions. Nadine, merci à toi d'avoir animé cette présentation avec moi. C'était agréable. J'espère que tout a été clair pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon appétit. Et à très bientôt, dans nos locaux. On attend les dossiers de candidature. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.